Hello. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir autant de monde à Meetup, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir de revoir des vieilles têtes, vieux de la vieille. Donc, ouais, sans masque surtout, je ne vous aurais pas reconnu avec, j'ai perdu l'habitude, n'est-ce pas Cyril? Donc, moi, c'est Sam Bessala, je fais beaucoup de choses dans de la data. Je suis architecte en ce moment chez Decathlon, Massil et les autres qui sont ici. Et donc, je voulais parler de beaucoup de choses. J'avais un peu l'embarras du choix sur les sujets, mais en fait, il y a un sujet qui me trotte un peu la tête parce que ça fait des semaines qu'on me pose souvent la question. C'est real time, c'est un peu trompeur, mais disons la question, c'est qu'on veut répondre en fait à un problème qui est souvent qui est de plus en plus fréquent. Et en gros, on a un peu ce genre d'archi de plus en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est qu'on a une base de données ou des événements, on fait du streaming, on les envoie ça peut être dans du Kafka ou ça peut être autre chose, hein, du Pulsar ou de l'autre côté. Et dans le coin, on peut envoyer des données dans du data lake, on peut envoyer des données dans un data warehouse, ou bien on peut extraire ces données pour les écrire dans une base de données classique. Mais en général, la partie data engineering s'arrête là. J'ai mon data lake, j'ai mon data warehouse, je fais mes rapports, j'ai mes applications, j'ai mes dashboards, c'est bon. Mais il y a un use case qui fait que derrière, on va pouvoir avoir une API qui travaille sur des données agrégées et qui doit faire cette agrégation en temps réel. Donc en gros, j'ai de la donnée qui vient en flux et je vais avoir une API devant qui puisse travailler sur ces flux mais faire ses calculs, faire des agrégations. Par exemple, j'ai des transactions dans la finance ou sur un système de paiement, je vais pouvoir trouver des problèmes de fraude, ou bien pouvoir savoir que mon paiement est passé à un moment ou pas, et donc du coup, derrière, il faut que je puisse traquer chaque transaction, chaque élément, que je puisse pouvoir sortir en termes d'API, que je puisse rendre cette donnée accessible, actionnable après. Pareil, si j'ai besoin, comme le use case qu'avait Jean tout à l'heure sur des données IoT, je vais pouvoir agréger le nombre de devices qui ont un problème. Et donc du coup, je fais des requêtes qui sont des sums, des max, des agrégations, soit sur des ranges, ça on peut le faire, mais derrière c'est souvent coûteux. Mais derrière, on doit pouvoir trouver des solutions pour faire ça. Et donc il y a plein de façons de résoudre ce problème. Donc souvent, on essaie de résumer ça sur un truc assez simple, c'est que on a plusieurs façons, plusieurs solutions pour faire ça. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai une idée de ce à quoi ressemble ma donnée au départ, ou bien est-ce que j'ai une idée du type d'analytique que je vais faire par la suite. Donc en gros, dans les deux cas-là, souvent, on a une solution qui est agrégée. Si je connais la donnée, si je ne connais pas la donnée au départ, et que je n'ai pas de questions préconçues, donc je n'ai pas les requêtes ou le type d'agrégation que je vais faire, en général, je vais poser ma donnée dans le data lake, et de là, je vais la requêter, je vais mettre du Athena ou du Dremio là-dessus, poser mes requêtes, faire du Spark ou peu importe, et ramener la donnée. Sauf qu'on perd en gros le côté qui est temps réel là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une partie de post-processing qui est assez coûteux, qui n'est pas terrible. Maintenant, si je ne connais pas la donnée et que par contre je sais quel type de questions je vais me poser, c'est pas compliqué, je crée un index qui correspond là-dessus, sur Elasticsearch, donc je pousse ma donnée, donc j'ai mon Kibana, mon Elasticsearch, et du coup ma donnée, j'ai un moteur de recherche derrière, et vous verrez souvent que beaucoup de ces solutions sont sur de l'Elasticsearch. J'avais même une blague avant que tous les projets Big Data se finissaient dans un Elasticsearch, parce que c'était le seul moyen de pouvoir voir que ça avait de la valeur. Donc, on mettait du Hadoop, beaucoup de monde derrière, et pour le rendre joli, on mettait un Elasticsearch au bout. Parce que c'était la seule façon finalement de requêter le truc. Maintenant, si je connais ma donnée, je sais à quoi elle ressemble, donc elle a un schéma, et que je n'ai pas vraiment de questions avant, avec un schéma, je peux transformer ma donnée, la mettre dans une base de données relationnelle ou dans un data warehouse, et poser ma question. Je suis ici. Je suis là. Donc du coup, ou bien, dans l'autre côté, je connais ma donnée à un schéma particulier, j'ai une bonne idée des questions dont je vais me poser et du coup, j'ai plusieurs solutions. Si c'est des time series et que j'ai des agrégations à faire sur une dimension temporelle, je vais utiliser une base de données time series. Il y en a plein sur le marché. Mais il y a aussi un autre monde de systèmes qui sont souvent un peu exotiques pour certains, mais qui permettent de répondre à ces questions. Donc, il y a du Druid, il y a Apache Pinot, et il y a ClickHouse.
Je pourrais passer du temps sur les quatre, parce que justement c'était le but à la base, mais je vais prendre un seul exemple, juste pour le temps. Je vais parler de Pinot, et je vais parler de comment on peut faire pour que les data lakes, on puisse répondre aux questions très vite. Donc je vais me concentrer sur cette diagonale ici, en fait. Donc en prenant un exemple. Druid et ClickHouse. ClickHouse, c'est une sorte de data warehouse hyper performant, mais derrière, on peut plugger des API et des services là-dessus. C'est quelque chose qui est fait par Yandex à la base, c'est très à la mode en ce moment. Si vous aimez lire la doc en russe, c'est assez fun. Je plaisante, c'est quand même en anglais, mais avant, c'était souvent ça. La mailing list, il y avait des réponses en russe, c'était assez marrant. Et Druid, c'est un produit qui, en gros, fait un mix avec Pinot qui ont à peu près les mêmes architectures. Druid vient du monde de la pub, où c'était utilisé pour calculer les systèmes d'agrégation, et aujourd'hui on l'utilise pour avoir ce genre de questions, pour répondre à ce genre de questions, et faire du calcul des agrégations en temps réel là-dessus. Mais ça, les deux, Druid et Pinot, ont des modes d'ingestion qui sont parfois assez complexes, et ils se battent un peu là-dessus. Mais je vais parler principalement de Pinot tout à l'heure, et dans le mode du data lake, je ne vais pas parler de query engine, mais en gros aujourd'hui il y a une mode qui est de faire de ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, des lake house. Derrière, c'est de rendre un data lake proche de ce qu'on peut avoir dans data warehouse. Mais en fait, le but derrière, c'est de pouvoir ingérer de la donnée de façon incrémentale dans un data lake et qu'elle soit requêtable aussi de façon très simple. On va essayer de parler de ces deux cas là-dessus et de se concentrer donc sur la partie Pinot et la partie comment, sur un des formats qu'on utilise, qui est OODI, pour pouvoir rendre des data lakes en gros requêtables. Dans Pinot, dans ce qu'on appelle un peu là-dessus, c'est un modèle, c'est un élément, en gros c'est une base OLAP en mode temps réel. Bon, je crois que vous voyez la différence entre un OLTP et un OLAP, donc une base transactionnelle et une base analytique. Et il y a un monde spécifique des bases OLAP en temps réel là-dessus, sur lesquelles on peut pouvoir poser ce genre de questions, ingérer énormément de données, faire une réconciliation en quasi-temps réel entre la donnée historisée et la donnée en mode streaming. Et donc, l'architecture de Pinot, c'est quelque chose qui est assez classique. Donc, on a un broker qui reçoit des requêtes, qui enroule au point d'entrée, et deux types de serveurs. C'est assez transparent en général, mais en réalité, on a des serveurs qui prennent la donnée en temps réel, d'autres qui prennent la donnée en offline, c'est-à-dire qu'ils sont de la donnée historisée là-dessus, ou bien de la donnée en mode batch qu'on peut loader là-dessus. Et le tout est managé par une partie d'administration avec du Zookeeper, pour tout ce qui est leader election là-dessus, et Helix, qui est un projet Apache, qui permet de faire en gros du cluster management là-dessus. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de savoir si j'ai un serveur ou pas un serveur qui est spectateur, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser, ou bien qu'il est juste à côté sur comment on fait cette partie-là. Et donc, dans ce type d'architecture, on a la donnée en stream qui passe au niveau du serveur real-time et de la donnée qui est en mode HDFS qui passe sur le niveau offline. Et il y a ce qu'on appelle un segment store. Un segment, il faut le voir comme une partition. En fait. C'est un bout de données là-dessus qu'on utilise. Et ce segment, il est pluggable principalement dans un storage distribué, ici du HDFS, ou bien des storage cloud. Ce qu'on aurait chez Druid, ça serait des storages qui sont beaucoup plus pluggables, il y a beaucoup plus de storages qui sont supportés. Ce qui est moins le cas ici chez Pinot, où c'est totalement opinionated. Et donc du coup, quand on prend la donnée en temps réel, ça passe sur du real-time. La donnée at rest, des jobs d'ingestion. Avant, pour faire ça, il fallait passer par un truc assez tordu, un job MapReduce pour faire ça, parce que c'était fait par LinkedIn à la base. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs façons de pouvoir ingérer de la façon beaucoup plus simple, qui est un système d'ingestion qui est fourni avec Pinot pour faire ça. Et donc Pinot, comment on peut l'appeler? Donc en gros, c'est un data store OLAP. Il a un mode columnar. Donc en gros, les données sont sous format colonne. Pour faire de l'agrégation, il n'y a pas une façon de le faire. Des index. Si tu veux accélérer tes requêtes, toujours besoin d'un index. Ça supporte des requêtes avec une latence très basse. C'est un système qui est distribué quand même, très hautement disponible, mais ça nécessite quand même pas mal d'interventions. On peut pousser la donnée de façon offline, donc c'est du batch, ou bien de l'ingestion aussi en mode real-time. Et donc, ce qu'on voit là-dessus, donc ça résume ce que je faisais tout à l'heure, c'est de la donnée en temps réel, du batch, et quelque chose qui ressemble à du SQL pour pouvoir requêter la donnée à ce niveau en fait. Et donc,
là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir... La question qu'on se pose en gros, c'est que j'ai la donnée qui est fraîche, la freshness, la volumétrie et la latence. En général, on choisit l'un des deux. C'est un peu comme le cap théorème là-dedans. Au bout d'un moment, il faut toujours trouver le bon dosage. Et Pinot ou Druide ou autre chose essaie de répondre à cette question. Ouais, je suis sûr que j'aurai une question après. C'est quoi la comparaison entre Pinot, Druide et ClickHouse? C'est à l'éternel. Donc il y a une console qui est une interface sur laquelle on peut travailler pour poser des questions, essayer. Ça reste, vous pouvez prendre un Docker, lancer Pinot localement et tester. Il y a plein d'exemples là-dessus. Je voulais plus me focuser sur les concepts que sur la démo ce soir. Donc en termes d'ingestion, on peut ingérer plusieurs types de data. Ça c'est pour la partie batch. Donc des données qui sont sur des rows, du JSON, du Avro. Il y a une librairie qui existe qui permet de créer des segments avec des schémas. Et cette ingestion se passe en gros pour pousser les données et les segments sur la partie HDFS. Et tout ça se fait avec une configuration au niveau de la table. Donc une table qui est un peu une sorte de JSON où pour chaque table on définit le schéma, les éléments dont on a besoin. Et Pinot se charge de créer des segments qui correspondent à cette table là-dessus dans le deep storage. Et sur la partie ingestion en temps réel, c'est la partie qui est parfois un peu tendue parce que c'est là qu'on optimise pas mal de choses. Donc on initialise une connexion où il y a le contrôleur qui parle au serveur en real-time. Tant que la consommation se fait, le serveur real-time, c'est lui qui cherche à faire cela. Donc il y a plusieurs serveurs dans Pinot. Et donc plus on a de données en batch et beaucoup de données en temps réel, ce qui fait qu'on a une prolifération du nombre de serveurs qu'on a là-dessus en fait. Et le contrôleur, une fois que la donnée est arrivée jusqu'à un point qui est spécifié, le contrôleur va prendre la consommation et flusher les données au niveau du segment et les copier dans le storage de segments là-dessus. Et c'est là qu'on va poser la requête. Et pour faire les deux, donc je sais ce dont j'expliquais tout à l'heure, je push mes segments, donc ça c'est Pinot qui le font. Le tout géré par la partie du contrôle plane ici, sur un broker, le streaming sur le real-time, sur du offline, et on configure en gros la table en spécifiant si je veux prendre ma donnée depuis Kafka, le broker, le topic, la rétention, comme on le ferait dans Kafka. Et Pinot est conçu aujourd'hui pour vraiment prendre du streaming depuis Kafka principalement. C'est très opinionité, c'est limité sur le support des éléments qu'ils ont là-dessus. Et donc, pour une requête, quand elle rentre dans Pinot, la requête, depuis le broker, qui va faire un calcul créer une table de routage pour trouver les différents segments qui doivent répondre à la question, faire ce qu'on appelle du scattering, en gros distribuer la requête sur les différents offline, donc ramener la donnée aussi bien historisée au niveau des serveurs offline, la mixer avec le processing qui va avec les serveurs online, et puis après remonter la réponse là-dessus. C'est quelque chose de classique, mais tout cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas cet élément en fait de Helix. Parce que c'est lui qui a l'information des différents nœuds qui sont existants, qui fait le cluster management. On parle de Kubernetes ou Mesos, mais Helix, c'est le contrôleur. Et c'est une lib que tout le monde utilise en fait. Aujourd'hui, il y a Bookkeeper, il y a des choses comme ça. Sur les systèmes distribués, c'est une lib qui est là depuis longtemps, qui permet de faire du cluster management. Et c'est lui en fait qui permet de savoir, de router à la requête, trouver les bons points et remonter la donnée de façon très rapide. Et voilà, il y a plusieurs types de stratégies de routage. Donc, on peut faire un routage uniforme, donc redistribuer la donnée simplement. On peut faire des types de réplication spécifiques sur les segments, ou bien des requêtes qui sont dépendantes par rapport à la partition, en spécifiant en gros des différents types de serveurs qui doivent consommer tel type de partition. Mais là, on rentre de l'optimisation un peu plus poussée, ce genre de choses. Et il y a aussi des algos de ce qu'on appelle pour assigner les segments. Pour ceux qui font du Kafka, où on peut choisir, tiens, tel type de partition doivent aller sur tel type de nœud. On peut faire de l'assignment. Et Pinot prend à peu près les mêmes idées et les applique à un système OLAP ici. Et ce qui fait, en fait, le fait que ça soit rapide, en fait, ce sont les index. Et il y a les index et aussi les différents algos. Donc, en gros, au niveau du stockage, c'est du columnar. Pour tout système aujourd'hui, c'est difficile de faire son encodage ou de la compression.
Pour faire du scan et du filtering, donc en gros, on a un index inversé, un index de tri. Un truc dont on va parler tout à l'heure, c'est un index de type star tree. Les préagrégations, pour faire des agrégations, limiter la quantité de scans qu'on fait, on utilise un truc qui s'appelle le star preaggregation. Et ça, c'est la partie qui fait la différence depuis du Pinot. Donc la partie surtout star tree qui fait que on peut faire un compromis assez intéressant entre le volume de données qu'on préagrège et le volume de données qu'on peut requêter après. En fait. On va essayer de regarder ça de plus près. Vous savez ce que c'est comme columnar store, je ne vais pas vous refaire la leçon. Donc on a des données qui sont en mode row, donc c'est des lignes sur une base de données relationnelle. En mode colonne, on essaie d'inverser pour avoir tout ce qui est country ici. Là on a country browser ici, et on a les country là-dessus. Ça permet de pouvoir faire des agrégations de façon plus intelligente et beaucoup plus rapide. Vous avez ça dans toutes les bases aujourd'hui, dans Pinot aussi. Les systèmes d'encoding, il y en a plusieurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a le dictionary, bit compression, pas mal d'éléments qu'on peut rajouter là-dessus. Un index inversé, c'est ce que vous avez dans un moteur de recherche ultra basique. C'est juste de prendre ici une donnée brute, par exemple, quand je fais ce genre de requête, où je dois faire du filtering. Je ne vais pas pouvoir faire je vais éviter de faire du full scan, donc j'ai un index spécifique. Là, j'ai des documents, un pays et le type de browser que j'ai. Donc j'ai US correspond au doc ID 0 et 3. Donc du coup, je crée un index qui est inversé ici pour pouvoir trouver les doc ID qui correspondent. Ça me permet de faire un lookup beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et dans beaucoup de ces systèmes, là vous avez ça dans Elasticsearch aujourd'hui, voilà, tout ça c'est stocké avec du bitmap et on peut faire du filtering totalement boosté, rapide. Et le lookup, la recherche de la donnée se fait en temps constant. Pareil, si on veut faire du tri, c'est pour faire des requêtes soit par en mode range ou pouvoir avoir des données de façon triée. On crée un index là-dessus qui permet de pouvoir retrouver la donnée de façon plus rapide et ça facilite la compression. Ça utilise des algos que vous avez dans Parquet, pour ceux qui font du Parquet là-dessus, qui fait du run length encoding, donc en gros par rapport à la longueur. Et ça permet en gros de pouvoir être accédé très rapidement sur les données. Et si vous voyez ici, en termes de latence et du nombre de requêtes qu'on peut faire, lorsqu'on a un index inversé, la latence elle est souvent variable par rapport au nombre de requêtes, parce qu'on met quand même une pression sur la data structure. Lorsqu'on le mixe avec un index qui est trié, un sorted index, ça va beaucoup plus rapidement et en gros, plus on gagne en termes de requêtes par seconde, en termes de latence, plus on peut scaler en termes de throughput. Les deux souvent ensemble à ce niveau-là. Et l'autre data structure ici qui fait la différence, c'est le Star Tree Index. Et en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on peut réduire la latence et le temps qui est passé pour faire du search avec un index inversé ou bien un index trié. Mais par contre, évidemment, plus on a des données, plus ça scale linéairement. Donc en gros, plus on a des données, plus ça prend du temps là-dessus. Donc une solution, c'est de faire de la préagrégation. Donc je fais une préagrégation de mes données, puis je fais des index là-dessus. Mais sauf que ça augmente le volume, et plus on fait de préagrégation, moins on a de possibilité de faire des requêtes en fait. Et donc du coup, ça pousse en gros une explosion en termes de stockage de données. Et donc cette data structure ici, qu'on appelle une Star Tree Index en fait, ce qu'il fait, c'est de faire une préagrégation des documents de façon intelligente pour pouvoir limiter, diminuer la latence lorsqu'on fait les questions et pouvoir utiliser le moins d'espace possible. Donc en gardant une information beaucoup plus intelligente à ce niveau. On va essayer de regarder pas trop dedans, parce que sinon on pourrait y passer la nuit. Mais c'est de l'algorithmique, c'est un papier de recherche qui existe depuis longtemps, qui est LinkedIn a refait là-dessus. Mais voilà, en gros, c'est qu'on a en route un nœud ici et des nœuds stars. Et dans chaque nœud, en fait, on a un nombre limité qui est par T, qui sont les nœuds bleus ici, ou T, qui est la quantité de données qu'on peut mettre là-dessus, la quantité de records, et c'est totalement configurable en fait. Et les nœuds verts, en fait, c'est des nœuds qui ont plus de T documents qui sont faits, qui sont splittés par children node. Et donc du coup, il y a des star nodes ici, c'est ceux-là, donc étoile, ça veut dire que c'est too many en gros, et c'est eux qui contiennent en gros les données qui sont les documents qui sont agrégés
après avoir enlevé en gros la dimension dans laquelle en fait on a divisé cette donnée en fait. Et ce qu'on appelle le dimension split order ici, qui en fait calcule, en fait c'est une liste de dimensions qui sont alignées les uns après les autres pour pouvoir savoir à partir de quel endroit on fait un cut-off. Et il y a des fonctions et des max leaf record. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a un nombre de données qui est configurable là-dedans, et on a des agrégations qui sont configurées sur les données star. Bon, du coup, quand je vais chercher une donnée là-dessus, je ne vais pas devoir faire toute une opération, mais mon index, j'ai une complexité qui est beaucoup plus basse pour trouver la quantité de données agrégées. Et vu que c'est un arbre et que je ne stocke que soit des références, soit des splits, et ben ça me prend moins de place en fait. Et donc le but ici, c'est de pouvoir limiter la quantité de recherche qu'on fait lorsqu'on descend sur l'arbre. Là-dessus, bon, c'est l'algo de recherche là-dessus pour trouver, mais je vous laisserai la lecture là-dessus. Ce qu'on peut trouver dans cet élément, c'est que on veut pouvoir arriver à diminuer, à trouver le spot ici, le sweet spot, entre l'espace qui est utilisé et la latence en fait. Si je fais un full scan, ça prend beaucoup de temps. Si je dois aller prendre la latence la plus minimale possible, il faut que je fasse une pré-agrégation, ce qu'on appelle du pré-cubing. Et donc du coup, la data structure avec cet index, c'est de trouver ce sweet spot au milieu là, qui permet de telle sorte que je garde, j'ai une bonne information qui est pré-gardée, qui est pré-agrégée à un moment, donc du coup, je n'explose pas ma quantité de stockage à un certain niveau, mais je peux quand même assez requêter avec une latence qui est très basse. Et du coup, avec ça, tu as une base OLAP avec de l'agrégation, avec de la donnée temps réel qui est mixée avec de l'historique, et je peux requêter de façon très rapide. Et tout ça, ça se configure. Donc plus la latence est importante, plus ça descend, plus j'ai un T, et donc du coup, le T, c'est la quantité de données qui sont stockées sur les nœuds bleus là-dessus, qu'on configure là-dessus. En fait. Et la différence avec un index inversé et avec le star tree, vous voyez bien qu'en termes de latence, un index inversé monte plus vite qu'un index sur le star tree. En fait. Et vous pouvez voir, alors les benchmarks, il faut juste y croire ou les faire soi-même, mais ça donne une idée. Pour beaucoup de requêtes qui sont souvent très coûteuses, on fait non, pas d'index, un index inversé, un index avec du star tree. Donc on fait des sommes. Ça, c'est des requêtes qui sont coûteuses parce qu'on finalement, soit on fait un full scan, soit on a les pré-agrégations pour faire ça. 4 par rapport à 300, ou bien quelque chose qui fait avec une bonne agrégation somme group by. Là, il y a une vraie différence en termes de latence sur ce qu'on gagne là-dessus. Et pareil, si on réduit la latence, le nombre de requêtes par seconde qu'on peut faire, le throughput, évidemment, d'une certaine façon, il augmente beaucoup plus en fait. Et par contre, en termes de taille de données, oui, évidemment, vu qu'on préagrège pas mal de données, qu'on les met sur un arbre, donc ça prend beaucoup de taille. Et donc à l'échelle, un cluster Pinot, en général, c'est un gros cluster avec beaucoup de nœuds, comme les clusters Druid, pour pouvoir scaler à certains moments. C'est justement parce qu'on garde beaucoup de données, de l'agrégation et beaucoup d'index pour accélérer ce genre de requête. En fait. Pardon. Excusez-moi. Les allergies en ce moment. Et donc, il y a d'autres optimisations qui sont là-dedans, lorsqu'on veut pouvoir recruter les segments, tous les segments, si quelqu'un s'amuse à faire un select étoile sur une table, ce qui malheureusement arrive encore, du coup, il y a des solutions pour pouvoir faire du pruning des données et pour minimiser le nombre de segments à requêter. Donc pour ça, on requête les bons index parce qu'on traque l'évolution des index pour faire ça. Et faire des requêtes sur chaque serveur, parfois on n'a pas le choix. Mais il y a des algos d'assignment qui permettent en gros de redistribuer totalement les requêtes, et ça, Pinot arrive à faire des choses assez intéressantes là-dessus. Donc, en quelques mots, c'est une infra pour faire pas mal d'OLAP, et surtout, parfois, on a du mal à plugger une API ou des requêtes, mais vraiment très élevées devant un système pareil. En gros, si je mets un Redshift et que je mets une API devant, ton DBA va juste flinguer, mais ça, c'est normal, et je lui donnerai raison. Lorsqu'on fait du user-facing analytics, ou bien de l'analytics qui doit servir des flux en temps réel, Pinot, c'est quelque chose de très important. Le requêtage est très flexible. Ça peut aller jusqu'à 10 000 requêtes par seconde sur un cluster normal, ce
qui est pour faire des agrégations et quelque chose de plutôt avancé. Et par contre, on peut avoir un throughput qui peut être très bas ou des requêtes complexes, selon comment on l'optimise, et un système d'indexing qui est plutôt pas mal. Alors, il y a d'autres systèmes, pour en discuter après si vous voulez, Druid et là-dessus. Mais si vous regardez Druid, les systèmes sont quasiment les mêmes, toujours des indexeurs, des données historiques avec des données temps réel sur des streams et du batch. Et il y a cette partie sur des coordinateurs qui font en gros cette différence. Par contre, l'avantage de Druid par rapport à Pinot, c'est qu'une bonne partie de ces systèmes est totalement pluggable. On peut totalement interchanger, pas que du HTFS ou du S3, ça peut être du Cassandra, ça peut être une base là-dessus, c'est beaucoup plus pluggable là-dessus. Mais par contre, en termes de requêtes, Pinot, qu'on peut encaisser, Pinot est quand même beaucoup plus avancé là-dessus. L'autre système que j'aime bien, c'est du ClickHouse, qui est une base de données, un data warehouse assez classique, qui fait en gros ce que fait un data warehouse, mais qui est très performant parce que c'est du C++ avec une archi qui est très bien, avec des systèmes de réplication qui sont très intelligents. C'est un peu plus complexe à opérer au début. Maintenant, ça va, ça s'opère sans problème. Son SQL est beaucoup plus avancé que celui de Pinot, mais ça reste un système qui est très intéressant. Par contre, en nombre de requêtes, si j'arrive à avoir 500 requêtes par seconde sur un ClickHouse, c'est déjà pas mal. Donc du coup, c'est pas toujours adapté à ce que tu peux faire sur du Pinot, mais par contre, ça reste un très beau système. Donc ça, c'était la partie OLAP en temps réel. Donc ce qui fait la différence, c'est comment on gère les données en temps réel, comment on gère les données en batch, comment on gère les index. Ce sont des patterns pour faire ce genre de requêtage au niveau temps réel sur ce genre de système. Et donc, ça monte encore un peu. Maintenant, il reste un autre point. Désolé, c'est moi qui est devant, entre vous et le buffet. Donc voilà, donc il y a un autre mouvement qui se fait, point de vue, donc du data warehouse jusqu'au data lake. On a pas mal de changements et on a ce truc qui est arrivé ici, une séparation qu'on avait du compute et du storage et une séparation entre le compute et la data en elle-même. Donc le storage et la donnée, c'est toujours la même chose. Il y a la donnée, quand je dis data et storage qui sont séparés, donc c'est la donnée, la métadonnée qui est à côté, l'intelligence qui est dans la donnée et le stockage là-dessus. Et c'est ce qui a ramené à cette nouvelle génération de data lake qu'on a aujourd'hui et qu'on essaie de pousser avec des systèmes comme Delta ou Uzi qui essaient de rendre les data lakes assez intelligents. Pour régler les problèmes des data lakes à un moment, on a poussé du columnar storage. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Des données en mode row, des données en mode colonne, ça va nous servir à un moment. Et souvent, lorsqu'on a des pipelines de données sur du data lake, là-dessus, on doit pouvoir jongler avec des formats très différents et des systèmes de stockage. Donc ça, c'est dans le papier de Delta que vous trouverez ça. Des données de MySQL, de l'ETL qui passent sur du parquet avec un ETL sur une table parquet là-dessus. Ensuite, pour pouvoir les requêter, ça passe sur du data warehouse de l'autre côté, et on a un changement de différents formats et de différents systèmes là-dessus. Là, ce qu'on veut faire avec les données aujourd'hui, si je prends du Delta Lake par exemple, c'est j'ai un ETL, du streaming, à certains endroits, ça peut être du streaming ETL ici pour faire ça, du Spark Streaming ça marche bien pour ça, ou du Kafka Connect, ou j'ai de la donnée en Delta, de l'ETL, du Delta, et ici j'ai une uniformisation du schéma qui permet en gros de pouvoir être requêté par d'autres systèmes ou par des BI, des utilisateurs directement là-dessus, parce qu'on a un format qui commence à rajouter un peu plus d'intelligence dans la donnée. Le problème des data lakes, c'est ça, c'est que on fait beaucoup de reprocessing à un moment, on repart souvent en arrière, c'est difficile de combiner du streaming et du batch, faire des merges, si vous voulez faire du delete, vous allez devoir tout reloader, enlever le delete, puis faire de l'overwrite, c'est pas toujours fun, GDPR au revoir. Il y a des problèmes des petits fichiers. Indexation, bon courage aussi. Gérer les métadonnées. Je ne parle même pas de faire des requêtes en acide sur du S3. Même si AWS dit que c'est consistant, mais ce n'est pas toujours la vérité. Et donc, il y a un format, plusieurs formats en fait. Je ne pourrais plus parler de plus de tous les formats.
Mais il y en a un que je trouve qui est le plus intéressant de tous les formats aujourd'hui, que je considérais un peu smart pour pouvoir faire ça, parce que une fois qu'on a compris ce format, je pense que les autres sont bien facilement abordables en fait. Et c'est Oudi qui est le plus avancé. Et c'est un projet qui a commencé chez Uber en fait, à un moment, c'est-à-dire pour faire en gros ce mix entre le batch et le stream en fait. Donc l'idée c'était de faire de l'incremental processing. C'est pas quelque chose de nouveau, mais dans le data lake c'est souvent quelque chose de complexe à pouvoir gérer là-dessus. Et donc c'est de bridge ce gap et tout à ce niveau. Et donc du coup, la manière dont ça marche, donc Oudi c'est d'être totalement pluggable par rapport à ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Et donc on peut avoir les données des events qui viennent d'un pipeline en temps réel, des tables, d'autres tables outils qui passent en mode incrémental. On a du Hive ou d'autres systèmes qui peuvent se plugger directement là-dessus et on fournit différents types de vues sur la même donnée et sur le même format qui est stocké en fait. Donc ici dans Oudi, on a une donnée, on a un index, on a des métadatas qui sont la table ici, et c'est compatible avec plusieurs types de storage ici totalement différents. Et là, on fournit une donnée avec des vues qui sont totalement séparées les uns des autres et tout. Il y a des checkpoints, comme on le ferait sur un système de streaming. On peut pouvoir reconstruire en lineage parce qu'on a beaucoup de métadonnées là-dessus. Faire du retour parce que vu qu'on a une vision dans le temps, on peut toujours repartir pour faire ce genre de choses. Et donc, dans Oudi, c'est moins un format qu'une plateforme en réalité, parce que en fait, un fichier Oudi, c'est tout simple. En gros, il y a le système de stockage, il y a plusieurs types de formats qui peuvent sortir. Il y a le format de la table, les index, la gestion de la concurrence, c'est-à-dire comment je fais de la réconciliation entre deux process qui lisent, l'un qui lit, l'autre qui écrit, ou bien deux process qui écrivent en même temps. En temps normal, on le fait a posteriori et à la main. Avec Oudi, par contre, ça, c'est totalement géré par deux types de concurrence. Les services qu'on met, du caching, le timeline server qui permet de pouvoir reconstruire l'historique, et les différentes API qui sont au-dessus, qui permettent en gros de construire des éléments là-dessus en fait. Et donc il y a deux types de tables, on peut parler déjà maintenant, qu'on appelle les tables qui sont du copy on write et des tables qui sont du merge on read. On va y revenir. Donc un fichier Oudi sur le disque, ça ressemble à peu près à ça. Donc il y a une base file et un log. Dans ce log, il y a des data blocks qui sont là-dessus en fait. Et donc du coup, toute cette partie-là sur ce fichier et les différents logs, les logs contiennent les différents événements qui sont apparus lorsqu'on a travaillé sur ce fichier là-dessus. On l'a rajouté, quand est-ce qu'on l'a rajouté, on a le timestamp là-dessus et il apparaît là en fait. Et toute cette partie-là, ça crée ce qu'on appelle un file slice en fait. Et donc du coup, on a des commits qui sont sur la timeline en dessous et toute cette information-là est stockée au même endroit. Je peux vous montrer... Donc, alors, comment ça se passe sur du Oudi, ça c'est un notebook Python. Du coup, là j'ai un bucket avec du Oudi. J'ai sur une table, j'ai énormément d'informations qui sont là, des fichiers, du bootstrap, des commits, des données in-flight, les partitions, les métadonnées et la donnée en parquet elle-même qui apparaît ici. Toute cette information est stockée pour pouvoir rendre le système intelligent là-dessus, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et le tout, il apparaît de façon en général assez transparent pour l'utilisateur. Ça, c'est le file format. Et le format de la table, donc dans Oudi, lorsqu'on écrit une donnée, donc on rajoute le dernier file slice pour créer des file groups, on écrit un commit dans le log, donc c'est ce qui apparaît dans le log file au niveau de la table, et ça c'est stocké sur ce base path, sur le point Oudi avec deux O, pas U, et on a les tables de metadata. Ici on crée les file slice. Dans chaque file slice, si vous vous souvenez, donc il y avait et le file slice et dans le log, le data block ici à chaque instant, où on stocke en gros les transformations et les événements qui arrivent là-dessus en fait. Et donc du coup, tout le changelog en gros de la table en fait, c'est ce qu'on appelle ça.
c'est la timeline et c'est stocké à cet endroit où on peut totalement reconstruire là-dessus. Et lorsqu'on veut lire les 5 slash sur les requêtes, bah, en gros, on lit ici et les métadonnées sont mis à jour dans les tables de ce côté-ci. Il y a des index. Donc en gros, c'est fait pour totalement rendre facile tout ce qui est observe rapide en fait. Donc il y a plusieurs types dans les métadonnées. Il y a des index sur les records, des Bloom filters. Tout le monde, je pensais que c'était une Bloom filter, n'est-ce pas Cyril? Tu es content chaque fois que j'en dis, chaque fois que j'en parle. Des listings des fichiers et tout ça c'est totalement pluggable avec d'autres systèmes. Donc en gros, les Bloom filters c'est pour pouvoir savoir en gros sur les keys, c'est pour pouvoir pruner les clés ce qu'on ne veut pas, parce qu'on peut savoir en temps constant qu'est-ce qui est là-dedans. On peut préfiltrer en temps constant avec ça. Des index qui peuvent être dans une autre base, principalement HBase. Si vous en avez pas, c'est encore mieux. Simple index, des index en gros pour pouvoir faire des joins, pour pouvoir mixer, merger les données entre les updates, les deletes vers des clés qui ont déjà été lues avant. Mais il y a aussi des index qui sont globaux, pour pouvoir en gros savoir si j'ai une clé unique par rapport à tout le dataset qui est transformé à OODI là-dessus en fait. Alors il y a deux choses en termes de concurrence dans OODI. Il y a ce qu'on appelle de l'Optimistic Concurrency Control et du MVCC qui est le Multi-Version Concurrency Control. Donc en gros, pour faire simple, Optimistic Concurrency Control en fait, c'est pour se dire que bah tiens, j'ai deux process qui écrivent en même temps. C'est pour résoudre les problèmes de deux writes en même temps. J'ai deux process qui écrivent en même temps. Et donc du coup, je vais me dire, ok, de façon seamless, s'il y en a un qui échoue ou si les deux écrivent sur le même données, je vais quand même l'accepter et loguer quand même l'erreur ou l'événement que tu as deux process qui écrivent en même temps. Donc du coup, je suis optimiste. Maintenant, le MVCC, c'est le Multi-Version Concurrency Control. C'est ce qu'on retrouve dans les bases de données relationnelles. C'est pour, en gros, entre le read et le write. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir faire de façon non bloquante une écriture concurrente, en gros, sur un record. Et donc, dans OODI, on a aussi les deux qui apparaissent. Dans d'autres data systems, comme Delta ou bien Iceberg, qui existent aussi, il n'y a que de l'optimistic concurrency control, en fait. On ne fait que de la réconciliation de façon très optimistique entre deux écritures et pas entre une lecture. Et donc, il y a deux types de tables dans OODI. Donc, il y a des tables qu'on appelle des copy on write. Donc, ici, la donnée, elle est stockée dans un format parquet. Parce qu'en fait, je la lis. Une fois que je vais l'écrire, ben voilà, c'est la donnée qui est déjà là et agrégée. Et c'est juste, quand on la lit, en fait, c'est que des updates, en gros, où on met une version supplémentaire dans le log. Par contre, il y a des données qui sont des merge on read, qui correspondent souvent à de la donnée en temps réel où je vais lire, c'est des tables très spécifiques. Et là, la donnée elle est combinée dans deux formats. Donc il y a une donnée en parquet, qui est la donnée souvent historisée, et la donnée en temps réel, qui est dans un format beaucoup plus ajusté, qui est du Avro en général, mais c'est pluggable dans OODI. Et les updates sont écrites dans les fichiers Delta, mais derrière, pour éviter d'avoir trop de fichiers, donc en gros, on les compacte pour produire des nouvelles versions dans les colonnes, dans les fichiers combinés. Donc il y a un job après derrière pour pouvoir recompacter tout ça. Et donc en gros, ça ressemble à ça sur un schéma. J'ai des observes sur du copy on write, donc j'ai des partitions sur HTFS avec différentes versions. Donc quand je vais faire ça, je vais lire les différentes versions ici. Je vais lire 10.05 ici sur le fichier 3 parce que c'est du copy on write sur cette table et tout, et que la donnée est en parquet. Et derrière, je dois mettre à jour le log que la donnée a été lue là-dessus. Ça, c'est les différents. Comment tu lis, comment tu choisis les bonnes versions sur la donnée. Sur du merge on read, c'est un peu plus compliqué. Donc, je dois d'abord, ici, j'ai le commit qui arrive sur un champ qui est écrit par la compaction. Donc, en gros, ma donnée, elle a été faite là-dessus. J'ai cette donnée qui a été compactée avec le log qui correspond à la donnée là-dessus. Le deuxième champ, ici, qui a été committé à 10h10. Le champ 4 à 10h10 aussi, et cette version. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est, quand je vais lire, je vais prendre, évidemment, la version qui correspond à un dernier moment, mais aussi la version qui correspond avec les derniers appends qui ont été rajoutés là-dessus, et du coup, je vais merger les deux pour avoir une seule data, et derrière, il faut que je puisse mettre à jour tous mes éléments dans ma timeline. Et en même temps, quand je fais ça, il faut que je puisse compacter
tous mes logs qui sont là-dessus pour avoir un seul log qui correspond à ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on trouve là-dessus, mais c'est l'une des caractéristiques de Woody pour régler les problèmes de concurrence, pour gérer à la fois le côté temps réel et le côté batch. Et ça résout pas mal de soucis là-dessus. Par contre, il y a, pour pouvoir se retrouver en termes de latence, en termes de choix de qu'est-ce qu'on fait quoi et quand, sur du copy on write, bah, c'est beaucoup plus lent parce que finalement c'est de l'analytique classique. Sur du merge, c'est du lower, c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus bas en termes de latence. La requête, c'est beaucoup plus rapide sur du copy on write parce que finalement j'ai les métadonnées, j'ai la donnée en parquet là-dessus, donc je peux la requêter beaucoup plus facilement. Sur le merge on read, il faut que je lise plusieurs types de données différentes et il faut que je les agrège à un moment pour avoir là-dessus. Donc la requête, elle est beaucoup plus longue là-dessus. Et le coût des updates, par contre, bah, là, c'est réécrire tout un parquet. Là, c'est beaucoup plus simple. Les fichiers ici sont beaucoup plus petits, parce que c'est le fichier parquet en lui-même qui est déjà compacté. Et là-bas, vu que j'ai beaucoup plus de fichiers qui sont avec du Avro et du parquet, les updates et les données sont beaucoup plus larges. Et le type de requête qu'on a sur Woody, il y a des requêtes qui font des snapshots, donc c'est prendre la dernière version de la table sur un commit qui existe et tout. Des requêtes incrémentales, donc c'est requêter les données telles qu'elles viennent là-dessus de façon rapide. Ou bien des requêtes qui sont optimisées pour pouvoir lire, par exemple, j'ai un système qui veut pouvoir requêter ma donnée en streaming qui est écrit là-dessus. Et là, c'est des RO queries, donc les read optimized queries, et qui lisent la dernière snapshot depuis un commit ou bien une opération depuis une opération de compaction. Mais derrière, on ne prend que le base file, on ne prend pas le log et tout là-dessus, mais ça permet en gros d'optimiser nos requêtes pour une application qui doit lire les données en temps réel là-dessus. Alors, comment on peut ingérer les données dans Woody? Il fournit plusieurs éléments. Il y a un projet qui s'appelle Delta Streamer, en fait, c'est une sorte de Job Spark qui est intégré là-dessus, qui utilise du Spark Structure Streaming pour faire ce genre de choses. Et ça permet de faire de l'OTL là-dessus, depuis plusieurs types de sources. C'est totalement configurable, c'est totalement intégré là-dessus, et on peut mettre des transformations là-dessus pour répondre à des use cases d'ETL en même temps. Ça ressemble à ça. Tous ceux qui font du Spark ici ont une bonne idée de ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est juste un job Spark qui est optimisé là-dessus. Et il y a aussi un Kafka Connect qui permet, qui a un sync pour pouvoir écrire en gros, c'est je prends ma donnée depuis Kafka et j'ai le Kafka Connect qui dépose la donnée directement dans le format Woody là-dessus. Ça nécessite de moins connaître du Spark, mais par contre, pour les transactions, ça devient un peu compliqué parce que tu as les workers font leur propre commit qui ne correspondent pas toujours au commit que Woody attend. Donc, du coup, tu as souvent quelques soucis. Mais si tu n'es pas trop pressé et que la réconciliation dans Woody n'est pas un souci, en général, ça marche plutôt bien et ça évite d'avoir du Spark là-dessus. Et mais par contre, il y a de plus en plus de développement qui se fait. Qui l'utilise, beaucoup de monde. C'est l'un des formats qui est aujourd'hui sur les clusters EMR qu'on peut mettre là-dessus, sur les formats un peu avancés au-delà de Parquet. Ça marche plutôt bien. Une intégration avec Glue, si vous voulez avoir les métadonnées dans certains cas. Et c'est plutôt assez automatique, mais de plus en plus, ça s'est utilisé. Et donc la question, c'est quoi à peu près la différence avec Delta Lake? Il y a beaucoup de choses. Dans Delta Lake, en gros, dans Woody, il y a beaucoup de choses. On n'a pas toujours besoin de tout. Dans Delta Lake, ils ont pris une approche beaucoup plus condensée. C'est-à-dire que là-dessus, on avait dans Woody du Avro ou bien des formats, si je reviens à peu près là. Là-dessus, ici, en Delta Lake, c'est quasiment que du parquet en dessous. Il n'y a que ça qui marche. Sur les tables format en temps réel ou bien sur les transactions, ici dans Woody c'est du Avro mais ça peut être du JSON. Ici Woody est beaucoup plus pluggable en termes de choses, alors que sur Delta Lake c'est beaucoup plus simplifié, c'est beaucoup plus là-dessus. Ce que ça fait, c'est que ça crée les delta logs qui sont mis en JSON. Donc en gros les logs de Delta Lake c'est du JSON et à un certain moment il fait un snapshot pour les transformer en parquet.
Donc en gros, c'est du JSON et du Parquet. La compaction sur la version open source, elle est un peu plus compliquée, ça ne marche pas toujours bien. Elle est automatique avec de l'autocompaction sur Databricks. Donc Data Lake, c'est un produit qui est mené par Databricks, et donc sur beaucoup de choses, si on n'a pas la version payante de Databricks, on perd un peu beaucoup d'informations, ce qui est assez drôle. La concurrence, c'est-à-dire que lorsque j'ai deux process qui essaient de commit en même temps, bah, du coup, eux, ils font de l'optimistic concurrency control, donc du coup, ça fail ou ça l'inclut de façon seamless, en gros, il n'y aura pas de problème, mais derrière, l'overlap et tout, il va essayer de le faire fonctionner de façon très optimistique. J'utiliserai du Delta si j'ai un environnement Spark, totalement Spark, que du Spark qui travaille sur mon Delta, sur mon Data Lake. Et si j'ai Databricks, c'est encore plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser Data Lake, mais si j'ai d'autres systèmes qui doivent venir se plugger sur mon Data Lake, bah, je vais utiliser des systèmes, je vais utiliser un truc un peu plus intéressant que Woody là-dessus. Du coup, c'est un peu les deux différences. On peut rentrer dans Delta pour voir en gros comment ça fonctionne, mais si on a compris à peu près comment c'est dans Woody, en général, ça marche. Et donc, sur une table Delta Lake, ça ressemble à ça. J'ai du parquet et des logs en JSON, en checkpoint, et à un certain moment, ces logs sont compactés pour avoir un fichier parquet qui correspond au log aussi en lui-même. Du coup, c'est à peu près la même logique qu'on a dans Woody, sachant que Woody est beaucoup plus ancien que Delta, mais il y a beaucoup plus de features, et là, c'est choisi sur un scope qui est spécifique, et le transactional log de Delta, c'est du JSON, puis en parquet, une version de la concurrence qui est différente et de l'autocompaction, des opérations de merge qui sont aussi beaucoup plus avancées. Donc, voilà, donc là on a parlé de ce qu'on fait en termes de format pour pouvoir avoir des données qu'on peut requêter en temps réel sur un data lake. On a de l'ELAP aussi en temps réel sur des systèmes là-dessus. Il y a plein d'autres systèmes qu'on peut rajouter. On peut rentrer sur comment on optimise de l'Elasticsearch, mais voilà. De plus en plus, c'est des systèmes qui prennent, parce qu'on fait du data warehousing sur du Delta ou sur du Woody là-dessus, pour avoir des requêtes un peu qui sont proches de l'OLAP en temps réel. Ça reste de l'OLAP. Le Pinot, ClickHouse, Druid, c'est aussi des systèmes qui sont très utilisés pour ceux qui ont besoin d'avoir cette analytique ou bien de poser des questions sur les agrégations en temps réel. Donc voilà, des questions.